Bonjour à toutes et à tous, je suis donc Céline Saïti, je vous remercie d'être à ces rendez-vous de la stratégie où aujourd'hui nous accueillons Frédéric Goulet de mondeRP.fr qui va nous parler réglementation des ERP. Bonjour Bonjour Frédéric. Céline. Salut Céline. Et oui, je viens vous parler un petit peu de RP. Alors c'est moins glamour que le sujet précédent où il y avait beaucoup d'émotions, Il faudrait mettre un peu de l'amour la prochaine fois, il faudra… mais peut-être qu'on va en trouver malgré tout. Et en tout cas, on va essayer d'apporter un certain nombre de réponses aux personnes qui se posent des questions sur le RP. Et donc, du coup, ben, je vais pour ça utiliser un petit support qui va nous permettre de pouvoir partager ensemble et avancer ensemble sur notre thématique de… sujet de notre thématique de l'ERP. Alors, j'essaye de tout mettre en ordre. Pof, 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 pof. Ça devrait décoller là. Ça devrait être bon maintenant, je pense. Nickel, Voilà, hein. c'est bon. Parfait, on voit tout. On voit tout. Bon, nickel. Alors, je fais partie du réseau monerp.fr. Hein. On est déjà me présenter. Hein. On fait partie du réseau monerp.fr. C'est le cabinet leader en France en assistance et conseil spécialisé pour tout ce qui est accessibilité PMR et sécurité incendie des établissements recevant du public, ERP. On est aujourd'hui présent sur toute la France. On a notre siège de notre direction technique qui est plutôt basé sur Lyon. On couvre actuellement une vingtaine de départements et on risque de couvrir on va en couvrir une trentaine d'ici fin 2021. Donc partout qu'on soit en France, on peut trouver un ERP.fr, il n'y a aucun problème. Exactement. Moi, personnellement, donc, je suis dirigeant et responsable du secteur Doubs, territoire de Belfort. Je me déplace sur l'ensemble de ce territoire-là sans difficulté. Je suis accompagné avec un back-office, je le disais, sur Lyon, où on va retrouver William et Nadège, qui sont les fondateurs du réseau. William s'occupant plus du développement commercial et du réseau lui-même, et Nadège, elle, s'occupe de tout ce qui est administratif et plutôt du support technique du réseau. Elle est SIAP 3, donc du même elle est équivalent des préventeurs aujourd'hui qui instruisent nos dossiers. Dans notre équipe, également en back-office, on va retrouver Élise qui est architecte, Mickaël qui nous accompagne aujourd'hui, qui lui est chargé d'affaires du réseau, Bonjour et, Mickaël. et également Amandine, Mélanie, Camille, qui sont des architectes d'intérieur qui vont travailler en l'occurrence sur les dossiers qu'on va pouvoir leur Bonjour. proposer. Donc attention Fred, tu as de la pression. Hein. Tu Oui, as, oui, des bah, collègues qui beaucoup. t'écoutent là. Hein. Il y a quelqu'un derrière Mickaël aussi qui regarde. Attention, hein. Je Je me veux pas note me de dire oh Oui, là oh là, mais… voilà, il y a oh là, l'équipe mais il y en qui a est là. encore. Donc, toute l'équipe est là. Et on retrouve également un certain nombre d'intervenants extérieurs qui nous accompagnent également, comme des préventionnistes, des architectes ou d'autres maîtres d'œuvre, qui nous permettent de pouvoir maintenir une veille réglementaire sur tout ce qui est le domaine de l'ERP. Et donc, du coup, d'être toujours à la pointe de tout ce qui peut nous toucher. Euh, on va commencer déjà pour définir un petit peu ce qu'est l'ERP. C'est important. Donc, l'ERP, lui, il est régi par le Code de la construction et de l'habitation. Tout simplement, aujourd'hui, les ERP sont des bâtiments dans lesquels les personnes extérieures sont admises. L'accès à l'ERP, enfin, on va considérer que tous les accès qui soient payants, gratuits, libres, restreints ou sur invitation, sur rendez-vous, on est dans le cadre de l'ERP. Euh, une Donc entreprise, un par ERP. contre, Oui, vas-y. excuse-moi, vas-y. Je dis une entreprise qui n'est pas ouverte au public, qui est seulement réservée au personnel, lui n'est pas un ERP. Pour le coup, c'est le code du travail qui va s'appliquer. Donc un cabinet médical, un magasin, une salle de spectacle, un parc expo, tout ça c'est des ERP. Tout ça, ce sont des ERP. Alors, un parc expo, si c'est en extérieur, on va être sur de l'IOP, mais on est dans le même mode de réglementation. On va trouver une église, une mairie, une Une école. école. Tout ça, ce sont des ERP, effectivement. Effectivement. Dans les ERP,
il y a des classifications qui ont été faites parce qu'on en a cité quelques-uns ensemble. Les ERP sont tous différents les uns des autres. Ils sont classés en type et en catégorie, on va le voir juste après. Parce que, par exemple, un centre de formation, ce n'est pas la même chose qu'un restaurant, qui lui-même n'a pas les mêmes contraintes qu'un centre commercial, qui lui-même n'a pas les mêmes contraintes qu'un magasin. Et que du coup, il a fallu différencier tous ces types d'activités et puis les catégoriser en fonction de l'accueil d'effectifs qu'on va pouvoir faire dedans. Évidemment, un magasin et un centre commercial qui peuvent s'apparenter en termes d'activité à la même chose, l'effectif qui est accueilli dedans n'étant pas le même, les contraintes réglementaires qui vont s'appliquer ne sont pas les mêmes. Du coup, il y a eu un classement et la réglementation a été amenée à différencier ces ERP, c'est ce que j'écris là dans la présentation. Et du coup, qui pourra amener à avoir des différenciations entre tout ça, parce que les contraintes ne peuvent pas s'appliquer de la même façon pour les uns et pour les autres. Du coup, il y a eu un classement en type qu'on voit là, avec, alors je n'ai pas tout mis, mais une bonne partie. En fonction de l'activité que vous allez avoir dans votre établissement, vous n'allez pas avoir la même contrainte. Et donc, le classement en type qu'on voit là, donc un restaurant, par exemple, va être classé un type N, un magasin type M, un établissement d'enseignement va être plutôt dans le type R, et tout ça, la réglementation qui va s'appliquer ne va pas être les mêmes, et les calculs d'effectifs ne vont pas être non plus les mêmes en fonction de l'activité. De la même manière, on va avoir un classement en catégorie, c'est-à-dire qu'on va avoir un établissement qui va être en 5e catégorie, donc ça c'est des petits établissements, et on va avoir des établissements qui vont, en fonction de l'effectif qu'on va pouvoir accueillir dedans, vont être classés en 4e, 3e, 2e, voire en première catégorie pour les plus gros établissements. Une fois qu'on a défini l'ERP, la vraie question c'est qu'est-ce qui s'applique, quelles sont les obligations en la matière. La première des obligations, ce sont les obligations de sécurité. Les obligations de sécurité, elles ont pour but, évidemment, de limiter les risques d'incendie qu'on va pouvoir retrouver dans l'établissement, et puis surtout de favoriser l'évacuation des personnes en évitant de créer un incident sur l'incident, puisque quand on parle d'évacuation, évidemment, c'est qu'il y a eu un incident, si c'est d'éviter de créer cet incident sur l'incident. On va également déterminer les mesures de prévention et de sauvegarde du coup du matériel, on va dire, de l'établissement. Ces obligations, on l'a compris tous, c'est des obligations qui doivent être respectées obligatoirement par les exploitants de ces établissements. La deuxième obligation, ce sont les obligations d'accessibilité. Les obligations d'accessibilité, elles ont été régies par la loi sur l'égalité des chances sous Chirac en 2005. Et le but de ces obligations-là, c'est de pouvoir offrir à toutes les personnes à mobilité réduite une accessibilité des établissements en toute autonomie. Et ça, cette obligation-là, elle est obligatoire également, au même titre que la sécurité, à tout exploitant. Ce n'est pas une option, c'est une obligation. Alors, pourquoi on parle si on parle d'obligation, c'est qu'évidemment, il peut y avoir des contrôles et des sanctions. Et les sanctions peuvent être relativement lourdes pour les exploitants d'établissements dans le cas où ils ne se conforment pas à ces obligations. Ça peut aller de la fermeture administrative temporaire, voire même définitive, et puis aller jusqu'à des sanctions pénales, pouvant aller avec des amendes jusqu'à 6 000 € par mètre carré, voire même des peines d'emprisonnement. Donc, je ne veux surtout pas faire peur, hein, ce n'est pas le but du tout, mais c'est des choses qui peuvent arriver régulièrement. Et quand il y a des incidents et puis qu'on se retrouve au pénal pour ce type d'incident, c'est souvent le premier chef d'inculpation qui rentre dans ces cadres-là. Donc il y a forcément, il faut être très vigilant pour l'exploitant sur ce qu'on va faire dans son établissement ou pas faire en l'occurrence si on ne le fait pas. Alors, pour aller plus loin, la vraie question c'est que doit faire le nouvel exploitant d'un local. La première chose, c'est de s'assurer qu'on va bien pouvoir réaliser son activité dans le local qu'on a envisagé. Il faut savoir que toutes les activités ne peuvent pas se faire dans tous les locaux. Parce qu'il y a des règles d'urbanisme, parce que telle activité va exiger telle ou telle contrainte pour le risque d'incendie ou l'accessibilité, et auquel cas,
eh ben, on peut être contraint par le local qu'on avait envisagé et de se dire finalement cette activité-là, elle ne peut pas se faire dans ce local-là. Et le risque qu'il peut y avoir pour l'exploitant, c'est que s'il signe un bail, par exemple, avant même de s'être assuré que son activité peut bien se faire dans ce local-là, et ben, quand on a signé le bail, on est engagé. Et donc, une signature de bail, un 369 dans un local et que s'apercevoir juste après que finalement, on ne peut pas réaliser son activité dans ce local-là, ça peut être très, très problématique. Donc, il faut être relativement vigilant dans l'implantation qu'on va vouloir faire pour réaliser son activité. La deuxième, c'est si on crée un local professionnel et que le local n'était pas initialement destiné à être un local professionnel, il y a des déclarations de changement de destination à faire de ce local-là. Tout simplement parce que les règles fiscales qui vont s'appliquer sur le local ne sont pas les mêmes quand on est sur du logement, par exemple, par rapport à un local professionnel, tout simplement. Si le local, lui, est déjà un local professionnel et qu'il y a un changement d'enseigne qui va s'appliquer, là, de la même manière, on va avoir des autorisations et des déclarations à faire pour pouvoir faire le changement d'enseigne. Donc ça, c'est des choses qui se font également. Et puis, le plus important, pour revenir aux deux obligations qu'on a vues juste avant sur l'ERP, il va falloir déposer un dossier d'autorisation de travaux qui va comprendre, en l'occurrence, le CERFA de déclaration type CERFA de déclaration préalable ou permis de construire, mais c'est un CERFA bien spécifique qui va déclarer, dont on va déclarer l'établissement. Et dans ce CERFA, derrière ce CERFA, on va trouver quoi? On va trouver la notice de sécurité incendie qui va décrire notamment comment on va traiter la sécurité incendie dans l'établissement, en prenant point par point de la réglementation incendie, et puis en déclarant exactement comment on va traiter cette sécurité dans l'établissement, appliquée à l'établissement. Le traitement des matériaux, l'accès des engins de secours à l'établissement, les extincteurs, comment on va les implanter dans l'établissement. Et accompagné à cette notice de sécurité, on va trouver un plan de sécurité. Dans ce plan de sécurité, justement, on va retrouver comment l'établissement est aménagé, ce qui va permettre au service de secours de connaître l'établissement en l'occurrence, comment il est aménagé, où on va trouver les éléments de détection et d'extinction de l'établissement, et puis également comment on va pouvoir se sortir de cet établissement si des fois il est envahi par exemple par de la fumée. On va trouver également, accompagné à ce dossier, des plans d'accessibilité qui va permettre de pouvoir définir et expliquer comment on va pouvoir circuler en toute autonomie dans l'établissement. Accompagner ces plans-là, on va trouver les plans avant travaux pour expliquer quels ont été les aménagements qui ont été faits dans l'établissement, et notamment aussi une notice, comme la notice de sécurité incendie, une notice descriptive de l'accessibilité de l'établissement qui va expliquer comment l'établissement est traité en termes d'accessibilité, point par point de la réglementation d'accessibilité. À ça va s'accompagner la mise en place de registres obligatoires dans le domaine de l'ERP. Alors, il peut y avoir d'autres registres, comme je pense au registre de personnel ou des choses comme ça, j'en parle pas. Moi, je vais parler de l'ERP. Dans l'ERP, on va trouver en particulier deux registres. Le registre de sécurité, relativement connu, c'est souvent le petit livret rouge qu'on va retrouver dans les établissements, dans lequel on va consigner tous les contrôles qui ont été faits sur la partie sécurité de l'établissement, où les techniciens compétents viennent consigner en l'occurrence leurs interventions. Et c'est un registre qui est partagé entre le chef d'établissement, les techniciens qui viennent faire ces contrôles, et puis éventuellement la commission de sécurité qui peut venir et intervenir dans l'établissement à tout moment pour s'assurer pour vérifier que l'établissement est bien géré en termes de sécurité. Deuxième registre qui lui, est un peu moins connu, malheureusement, mais qui est obligatoire maintenant depuis 2017 dans tous les établissements, c'est le registre public d'accessibilité. Dans ce registre-là, on va retrouver notamment comment est traitée l'accessibilité de l'établissement et tous les contrôles qui sont faits sur les éléments d'accessibilité. On va retrouver évidemment les ascenseurs, les tapis roulants ou je ne sais quoi, mais potentiellement d'autres éléments un peu plus basiques, notamment les bandes podotactiles de l'établissement, s'il y a lieu d'en avoir dans l'établissement dont on parle. Et puis également, on va consigner ici les états des formations du personnel à l'accueil des personnes à mobilité réduite.
Et donc, dans ce registre-là, il est public. Alors, il ne s'est pas indiqué là, mais c'est ce qu'on appelle un registre public d'accessibilité. Et étant donné qu'il est public, il est potentiellement exigible par n'importe qui dans votre établissement. Donc, il faut bien s'assurer de pouvoir l'avoir et d'avoir fait tout ce qu'il faut dans son établissement. J'en parlais un petit peu juste au-dessus dans les registres. Il va falloir réaliser les visites périodiques obligatoires. Il y a un certain nombre de visites qui sont obligatoires. Alors, en fonction de l'établissement, elles peuvent évoluer. En tout cas, il y a certaines qui sont en tout cas inévitables pour chacun des établissements, notamment les visites pour ce qui concerne tout ce qui est moyens de détection et d'extinction, les systèmes d'alerte, les contrôles des installations électriques, contrôle des installations de chauffage, les systèmes d'extraction, par exemple, quand on est sur un restaurant, par exemple, et puis les équipements d'accessibilité, on en a parlé également juste avant. Donc, tout ça va consigner un petit peu tout ce qu'on doit faire dans le domaine de l'ERP pour le nouvel exploitant. Chez mon ERP, qu'est-ce qu'on fait autour de tout ça? Et tout simplement, nous, on va accompagner les exploitants d'établissements dans toutes ces démarches administratives pour l'exploitant de A à Z. On va notamment, par exemple, pour lui, rédiger tout ce qui est dossier d'accessibilité et sécurité. On va venir sur place, faire un relevé sur site de l'établissement en prenant tout le métrait de l'établissement. On va le remettre en plan et créer les plans de sécurité et les plans d'accessibilité que j'expliquais tout à l'heure, et rédiger les notices de sécurité. On va déposer le dossier au nom de l'exploitant à la collectivité concernée, et on va se faire l'interlocuteur pour l'exploitant de l'administration. Et du coup, on va devenir l'interlocuteur unique pour l'exploitant, et l'exploitant, du coup, lui, peut s'occuper uniquement à son activité. On va également potentiellement s'occuper de diagnostic d'accessibilité ou d'audit de sécurité pour l'exploitant, pour faire un état des lieux à un instant donné de l'établissement. Et ça, c'est souvent ce qui peut arriver dans le cadre d'une vente d'un établissement où un propriétaire souhaite faire un état des lieux de son établissement, de savoir comment il se situe par rapport à l'accessibilité PMR ou la sécurité incendie. On va également proposer ce qu'on appelle un avis préalable. On en parlait tout à l'heure, il faut faire attention de savoir si on peut bien réaliser son activité dans le local qu'on a envisagé. Et nous, on va se déplacer avec l'exploitant, le futur exploitant, dans le local, et on va pouvoir lui rédiger ce qu'on appelle un avis préalable pour l'assurer de la possibilité effectivement de pouvoir réaliser son activité dans ce local-là, ou non, ou potentiellement sous condition qu'il réalise tel ou tel aménagement pour pouvoir réaliser son projet tel qu'il l'envisage à l'endroit où il l'envisage. On va réaliser également, on va l'accompagner dans la rédaction des registres publics d'accessibilité et puis éventuellement l'accompagner également dans les formations de son personnel à l'accueil des personnes à mobilité réduite s'il y a besoin. On fait un accompagnement complet de la rédaction de ce registre-là. On ne laisse pas l'exploitant tout seul face à un registre avec une page blanche et pas savoir quoi mettre dans ce registre en termes d'information. On peut également accompagner pour les gros établissements les exploitants en faisant une assistance à la commission d'ouverture et éventuellement même présenter les dossiers devant les diverses commissions de sécurité ou commissions d'accessibilité qui vont instruire en l'occurrence les dossiers d'accessibilité sécurité qu'on aura déposés. Puisque je ne l'ai pas dit, mais ces dossiers qu'on va déposer qui vont dire comment on va traiter l'accessibilité ou la sécurité dans notre établissement sont instruits dans un premier temps par les services d'urbanisme qui vont même les transmettre à deux sous-commissions, la sous-commission de sécurité incendie et la sous-commission d'accessibilité qui vont instruire ces dossiers et remettre un avis au préfet et au maire sur la nature de l'établissement et la capacité de l'établissement à pouvoir recevoir du public dans son établissement. Voilà toutes les démarches que nous on peut faire. Alors, ce petit schéma, juste pour indiquer qu'en fait, on est présent sur l'ensemble du cycle de vie
d'un établissement à la création de l'avis préalable, à le dépôt de dossier complet pour pouvoir ouvrir l'établissement, à la rédaction, à l'accompagnement de la rédaction du registre d'accessibilité dans le cadre de l'exploitation et éventuellement à la vente de l'établissement par la rédaction de diagnostic d'accessibilité ou d'audit de sécurité incendie. On gère l'intégralité de toutes les obligations des ERP selon les besoins des exploitants. Je ne sais pas s'il y a des questions, Céline, qui arrivent pour le coup. Alors, vérifier. J'ai des personnes qui n'ont pas pu se connecter, qui vont regarder en replay. Donc, c'est très bien d'avoir mis tes coordonnées pour poser des questions. En plus, dont une qui m'a envoyé un message pendant le webinaire qui a un souci et qui a eu un projet de création d'établissement. Donc, ça permettra de te contacter pour avoir les réponses à ces questions. Donc, en résumé, oui, vas-y, tu voulais dire? Oui, je voulais dire que je suis tout à fait disponible et pour échanger avec tout le monde. Hein. Le conseil est gratuit, il n'y a pas de souci. On m'appelle, il n'y a pas de problème, je réponds. Si c'est sur mon secteur, moi, personnellement, je me déplace également sur les établissements. Et puis, comme on l'a dit tout à l'heure, on est présent sur toute la France. Donc, du coup, on est à même de pouvoir se déplacer également sur tous les locaux et de pouvoir accompagner n'importe quel exploitant dans toutes ces démarches. Tout à fait. Et on l'a vu sur votre schéma précédent où vous accompagnez du début à la fin, quel que soit de l'achat à la revente du local. Et moi, j'aurais une question à poser pour quelqu'un qui veut bâtir un local commercial ou un local qui va recevoir. Comment ça se passe? Vous accompagnez aussi Oui, oui, tout à fait, complètement. Quand on bâtit, on est forcément régi par un permis de construire. Et en fait, dans le cadre du permis de construire, on va retrouver les mêmes informations qu'on retrouve dans le dossier d'aménagement ou d'autorisation de travaux. En fait, ce sont des pièces du permis de construire, ce qu'on appelle les pièces PC39 et PC40, qui vont accompagner le permis de construire. Et donc, dans le cadre de cet accompagnement-là, nous, on va rédiger les PC39 et PC40, qui sont exactement la même chose que les dossiers d'autorisation de travaux, pour définir comment on va traiter la sécurité incendie et l'accessibilité PMR de l'établissement. Complètement. Okay. Et justement, en termes d'accessibilité PMR, il y a des évolutions, il y a des choses qui ont évolué par rapport à la réglementation récemment ou pas? Alors, récemment, ce qui a surtout évolué, c'est notamment tout ce qui est contrôle périodique des éléments d'accessibilité. Aujourd'hui, il y a une dernière réglementation qui est tombée en novembre, notamment par exemple sur le contrôle de l'état des bandes podotactiles que vous pouvez retrouver juste devant les escaliers. Vous savez, les petits clous qu'on trouve souvent devant les escaliers. Par exemple, il y a une réglementation qui vient de tomber sur la hauteur minimum qu'il faut avoir sur ces clous. Donc, des fois, ces bandes elles peuvent s'user. Il y a un contrôle qui doit être fait de ces bandes-là. Et ça, c'est consigné en l'occurrence dans le registre public d'accessibilité sur le contrôle régulier qu'on peut faire de notre matériel, par exemple. Donc, ça, c'est un dernier élément. Il y a également ce qui est tombé dernièrement, c'est plus sur le logement, le fait que les logements locatifs doivent être aménageables pour toutes les personnes PMR. Et donc, il y a lieu de pouvoir s'assurer qu'on puisse bien avoir des locaux accessibles et d'autres locaux aménageables dans ces logements, par exemple. Donc, on est toujours de veille sur ces sujets-là. Tu parles des locaux locatifs. Moi, j'avais entendu parler qu'il fallait impérativement les douches à italiennes à partir du 1er janvier 2021, de mémoire. C'est tout à fait vrai. C'est vrai ou c'est faux? Non, c'est tout à fait vrai. Et c'est justement dans ce cadre de ce que je te dis, pour que justement les sanitaires soient accessibles. Ouais, tout à fait. Parce que, alors, du coup, ça veut dire que ce n'est pas douche à l'italienne, c'est douche à l'italienne PMR. Donc, avec des largeurs, avec. C'est pas la simple douche. C'est toute la notion de accessible et aménageable. C'est-à-dire que si vous avez déjà des locaux en locatif qui sont déjà accessibles, tous les locaux ne seront pas forcément nécessaires qu'ils soient accessibles. Par contre, il faut qu'ils soient aménageables. C'est-à-dire que du coup, il faut avoir les espaces et la surface qui permettra éventuellement de pouvoir aménager le local s'il y a besoin de pouvoir le rendre accessible cette fois.
D'accord. Et en termes d'accessibilité, si on parle du locatif, une maison avec deux, trois marches, tu sais, avant de rentrer dans la maison, et qu'on ne peut pas remblayer le terrain de 60 centimètres parce que ça a un coût, le fait de mettre une rampe en alu assez large pour qu'un fauteuil roulant puisse rentrer, puis on met cette rampe, si c'est loué à des personnes PMR, ou on ne la met pas si c'est des personnes valides, est-ce que c'est légal ou pas? Alors, ça l'est tout à fait. En fait, on va retrouver ce type de demande de traitement-là dans le cadre de dérogation. On va, alors, euh, pas forcément d'ailleurs, je dis une bêtise, ça dépend de la pente Excuse-moi en de te fait, qu'on poser va. des cols. Non, 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 c'est pas du tout une colle. C'est pas du tout une colle. Ça fait partie du traitement de l'accessibilité de l'établissement. On va le traiter, expliquer que selon la hauteur de la marche qu'on aura à franchir et selon les pentes qu'on va pouvoir générer avec cette rampe, parce qu'évidemment, quand on met une rampe, on va avoir une pente. Il y a des pentes réglementaires à respecter. Et en fonction de la hauteur de la pente, on va tomber dans le domaine réglementaire ou pas. Si on est D'accord. réglementaire, ben, on va pouvoir traiter avec cette rampe-là, c'est tout à fait possible. Et par contre, des fois, il va falloir qu'on demande des dérogations parce que techniquement, ce n'est pas possible. Et donc, du coup, on va générer une dérogation qu'on va demander au préfet. Mais ça c'est tout un traitement particulier dont on s'occupe évidemment également quand on fait le traitement de l'accessibilité de l'établissement. Donc, euh, des fois, on peut tomber sur des établissements qui sont techniquement difficiles à rendre accessibles, mais il y a plein de façons de le traiter. On va pouvoir traiter de diverses façons. Si la prestation peut être traitée potentiellement chez le client qui a des problèmes d'accessibilité, c'est une façon de pouvoir traiter également l'accessibilité à son établissement et ainsi de suite. Et chaque cas est particulier. Donc, c'est pour ça qu'il faut nous contacter et nous, on va trouver la solution pour le cas qui nous incombe. D'accord. Donc, même si c'est compliqué, il y a possibilité d'avoir des dérogations auprès du préfet pour valider l'accessibilité au bâtiment. Alors, je ne te dis pas que tout est faisable, hein, c'est pas ce que je dis, hein, Oui, mais avec le RP, on trouve une mais solution. il y a plein de solutions, c'est plutôt ça que je dis. Il y D'accord. a plein de Ok. solutions possibles et chaque cas étant particulier, je ne peux pas te dire c'est cette solution-là qu'il faut appliquer de façon générale, ça c'est pas possible. Mais on trouve toujours une solution. C'est rare qu'on n'arrive pas à trouver la solution qui va bien à notre cas. D'accord. Et donc, les dérogations, elles sont valables quoi? 1 an, 5 ans, 10 ans? Non, non, C'est elles sont valables tout le temps. une À fois partir qu'on du a moment où les on a dérogues, on est déposé, tranquille. on dépose l'accessibilité de notre établissement et si des fois on dépose une dérogation parce que pour un point particulier, en mettant une rampe pour rendre accessible notre établissement, mais la rampe qu'on pose et pas la pente réglementaire et qu'on n'a pas d'autre possibilité que de le faire comme ça, et ben, du coup, cette dérogation, si elle nous est accordée, elle est définitive tant qu'on exploite l'établissement dans les règles de D'accord. Ok. Et la pente réglementaire, c'est quoi? C'est 5% de mémoire? Alors, ça dépend si on est dans du bâti neuf ou dans le bâti existant. Dans le bâti existant, ce qui nous arrive Plus le souvent. plus souvent, quand on est sur une rampe qui fait moins de 2 mètres de long, on doit être entre 6 et 10%. On peut aller jusqu'à 10. D'accord. Ok. C'est ça. Ok. Et ERP pour du locatif, on est bien d'accord, c'est à partir de 15, enfin à partir de 16 personnes. Pas du tout. Ah, pas du tout. Non, Ah, non. ben précise-nous ça alors. C'est à partir de moment où on reçoit du public. Donc, que vous receviez une personne, vous en receviez 1500, vous êtes dans le RP. Donc, un gîte, on va prendre l'exemple du locatif, on était dans les locatifs, les gîtes sont complètement du locatif. Ouais, Tous les gîtes doivent avoir un dossier ERP. tout à fait. De vrai. Devraient. D'accord. Ok. Après, si l'exploitant ne le fait pas, c'est à ses risques et périls. On l'a vu tout à l'heure. Ouais, ça coûte cher. Six En mille fait, euros par mètre carré, ça coûte cher. exactement. Et surtout, ce qu'il faut se dire, c'est que le fait de ne pas déclarer son établissement, c'est comme avoir le permis et ne pas avoir le permis et puis prendre sa voiture. On peut conduire sur la route, il n'y a pas de difficulté, tant qu'il n'y a pas de problème et qu'il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de souci. Le jour où il y a un accident où vous faites contrôler, ben, ça peut mal se passer. Ouais, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Ok, ok, ok. Donc, ben, vous voyez, quelle que soit l'activité, donc gîte, ceux qui font aussi tout ce qui est location Airbnb, c'est pareil alors? Ah ben, bien sûr, oui. D'accord, ok. Donc, je pense que
le nombre d'établissements ne respectant pas tout à fait la loi est assez colossal. Vous avez un marché qui est juste phénoménal devant vous, messieurs de mon ERP. On essaye de faire tout ce qu'on peut. Deux bras, deux mains, deux pieds, ça suffit? C'est ça. Ok, ok. Donc, vous voyez, si vous avez, quelles que soient vos questions vis-à-vis du locatif, si vous louez même une chambre à un étudiant ou 2 semaines par an en vacances ou des gîtes ou à un magasin, si vous changez votre magasin ou celui que vous avez. Si vous avez un cabinet que vous recevez des clients, bien, vous êtes obligé de respecter la réglementation ERP. Donc, je vous conseille très fortement de contacter mon ERP.fr qui va pouvoir vous aider par rapport à tout ça. Merci beaucoup, Frédéric. De rien, merci à toi, Céline. Michael, des questions? Ah non, moi, j'ai pas de questions du coup. Des Euh, remarques? non, c'est très bien. C'était quand vous travaillez avec mon ERP.fr, une fois que votre dossier il est pris en charge, vous avez un architecte qui est dédié directement à votre dossier et vous êtes en contact matin, midi, soir avec la personne pour régler toutes les questions. On fait valider aussi les plans avec le client. Voilà, vous avez vraiment on est vraiment dédié, on est vraiment spécialiste dédié, quoi. Et multifonction. De l'architecte, l'expert sécurité, incendie, l'expert mobilité, enfin ouais, voilà. Ça. Exactement. Et après qu'on vienne une fois, deux fois, trois fois sur le local, ça va pas coûter plus cher. Il n'y a pas de prix. Nos prix sont forfaitaires, ils ne bougent pas et il n'y a pas de surprise. Ok. Voilà. Eh bien, merci beaucoup.